Sans vouloir voler le travail de Derinthia, j'aimerais vous donner mon avis complètement subjectif sur complément d'enquête, arnaque, fric et politique et business des influenceurs. Pour faire court, je l'ai trouvé éclaté au sol. Pour faire long, le reportage est décousu, biaisé, inintéressant et très superficiel. C'est plus un échec de tentative d'entertainment qu'un documentaire mettant en lumière un business d'arnaque comme l'annonçait le thème. Première partie. Booba a porté plainte contre X, mais apparemment il vise Shona Evans pour pratique commerciale douteuse. Shona Evans, l'agence de Magali Berda. Il a fait ça pour mettre en lumière les business frauduleux comme le dropshipping et les arnaques plus simples. Un influenceur fait la pub d'un produit, tu le commandes, tu ne le reçois jamais, le SAV ne te répond jamais. Booba dénonce quelque chose de très important et je trouve que Complément d'enquête a complètement bâclé le sujet. Ils se sont pris au jeu d'une vendetta, n'ont pas fait un travail professionnel et surtout n'ont pas dénoncé ce qu'ils devaient dénoncer. Le reportage est décousu. Il est présenté par Tristan Walek, que je soupçonne de lorgner une reconversion en influenceur. En effet, Tristan Walek a cité un tweet de Booba avec une gimmick du rappeur pour faire la publicité de ce reportage. Booba avait également mis le visage de Walek en photo de profil pendant un moment sur Twitter et tout, et faisait des blagues par rapport à ça, hihihi, houhou, ha ha ha. Selon moi, Walek n'avait aucun recul sur la situation, s'est laissé embarquer par l'ampleur qu'avait déjà l'affaire sur internet. Ils ont voulu faire du sensationnel, de l'entertainment sur de l'entertainment. Regardez ces influenceuses superficielles qui créent du contenu sur du vide et se font de l'argent au passage. Ce documentaire n'est pas très différent de ce qu'il a essayé de dénoncer, les arnaques en moins. Je reviendrai sur Walek plus tard, décortiquons ensemble l'évolution de l'enquête. Vous allez souvent me voir sous cette forme pendant la vidéo, tout simplement parce que je sais pas si j'ai le droit ou pas d'utiliser des extraits de l'enquête. Donc je vais vous décrire les trucs, je vais vous retranscrire les trucs, et puis on va se débrouiller comme ça. Déjà, je voulais ajouter quelque chose que je n'ai pas précisé là, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes du fait qu'en fait, les informations qu'ils nous ont données pendant l'enquête, ce sont des informations que tout le monde avait déjà. Sur Internet, tout le monde parlait de ça, on était quasiment tous au courant. Donc en fait, ils n'ont fait que retranscrire à la télévision ce qui se disait déjà sur les réseaux sociaux. Deuxième partie. Évidemment, au début de l'enquête, ils nous parlent directement du chiffre d'affaires de certains influenceurs, du fait que certains d'entre eux déménagent à Dubaï pour ne plus avoir à payer d'impôts en France, etc. On découvre la maison de Mila Jasmine, on découvre comment est-ce qu'elle se prépare pour faire ses posts sponsorisés sur Internet et tout. On arrive rapidement sur une présentation de qui est Magali Berda, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est connue du grand public, et c'est la principale intéressée dans cette enquête. Je n'ai aucun souci avec les infos avec lesquelles on nous l'a présentée, mais la manière dont elle est filmée, les images qu'ils ont sélectionnées pour le reportage, on dirait qu'ils ont tout fait pour pouvoir la présenter du pire angle possible. Je ne dis pas que ce n'est pas une femme d'affaires qui profite de la crédulité des followers de ses clients pour se remplir les poches, mais selon moi, ils l'ont montré d'une manière très biaisée. Elle a l'air affolée pendant presque toutes les séquences dans lesquelles elle apparaît, et elle est criblée de questions qui, selon moi, ne sont pas toujours justifiées. Notamment quand il est question des réglementations autour des partenariats, des entreprises avec qui elle peut travailler, des produits dont elle fait la publicité, etc. C'est comme si elle avait pris pour toute une industrie. Et elle l'a dit à un moment donné à la fin, elle ne peut pas refaire l'économie française. Je reviendrai sur ça quand je parlerai du face-à-face. Donc après l'enquête, il y a eu une interview de Magali Berda par Tristan Walek. Je reviendrai dessus à ce moment-là. De manière générale, j'ai trouvé l'enquête mal narrée, mal présentée. Les premiers intéressés par ces arnaques via les influenceurs, ce sont des personnes qui savent déjà comment les réseaux sociaux fonctionnent. On sait ce qu'est une story, on sait ce que c'est qu'un post sponsorisé, etc. Alors que tout est expliqué pendant l'enquête comme si c'était destiné à des retraités, à des gens qui ne savent pas allumer leur ordinateur sans aide extérieure. J'ai trouvé les explications vieillottes, il y avait beaucoup de 1 plus 1 égale 2. J'ai eu des retours par rapport à ça sur Instagram. Les gens m'ont dit, mais en fait, c'est leur public. C'est les vieux qui regardent ça. Mais moi, je peux pas deviner. Je peux pas savoir. Vous nous vendez ça comme si c'était un truc qui nous concernait alors qu'on n'est pas concerné. Troisième partie. Après 28 minutes, le terme des arnaques est enfin abordé. Après un résumé du style d'arnaque dont on peut être victime si on achète les yeux fermés les produits présentés par certains influenceurs, on nous présente une maman influenceuse qui nous explique son expérience désastreuse avec l'agence qui est la première concurrente de l'agence de Magali Berda. Cette partie de l'enquête est intéressante puisqu'elle traite d'un gros souci dans le monde de l'influence, ceux qui font semblant. Achetez ce produit, il est trop bien, achetez ça, c'est trop génial, suivez cette cure, c'est trop bien, blablabla, alors qu'ils n'utilisent pas le produit, ou qu'ils savent qu'il ne marche pas, ou qu'ils savent qu'il est dangereux. C'est le thème principal de l'enquête, les arnaques, mais on rebascule très rapidement sur Magali Berda, avec cette fois l'une de ses anciennes clientes qui l'accuse de ne pas avoir réagi lorsque celle-ci est venue la voir pour lui dire « Un de tes influenceurs, donc mon collègue, m'a agressé. » C'est un sujet extrêmement grave, un sujet dont il faut parler, mais il faut le faire correctement. Soit vous faites un documentaire sur l'envers des influenceurs avec tout ce que ça comporte, hypocrisie, mensonge, arnaque, agression, chirurgie, travail du sexe,
etc. Soit vous faites une vendetta contre Magali Berda. Je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Ce que je dénonce là, c'est la transition entre arnaque des influenceurs et agression sexuelle. Surtout que juste après ce sujet, on nous présente une autre influenceuse qui a eu des complications suite à de la chirurgie esthétique qui a été mal faite, qui a développé des problèmes de santé graves à cause de ça. Et l'enquête se termine sur ça. Il n'y a pas de véritable fil conducteur pendant l'enquête en dehors de tout ça c'est de la faute de Magali Berda, voilà ce que Magali Berda a fait. Et je trouve ça injuste parce que en tant que spectateur, moi personnellement, ce que j'ai ressenti à la fin de l'enquête, de la pitié et de l'empathie pour quelqu'un sur qui on a l'impression que les journalistes se sont acharnés en dénonçant de manière superficielle des choses très graves. Alors que c'est un requin. C'est comme ça que moi je l'interprète. La manière dont ils se sont acharnés sur elle, ça fait qu'on a l'impression que c'est littéralement une victime. Alors que ce n'en est pas une dans l'histoire. Quand on regarde la grande image, ce n'est pas une victime. Ils ont traité de manière très sporadique tout ce qui concerne l'influence. Ils nous ont jeté des informations comme ça. Les choses n'étaient pas reliées entre elles en dehors de « c'est de la faute de Magali Berda ». Vous auriez pu correctement dénoncer les travers de ce métier. Vous auriez pu correctement dénoncer les travers de Shona Evans. Mais vous êtes tombé dans le sensationnel en préférant divertir qu'éduquer. 4e partie. Je reviens donc sur le tête-à-tête de fin entre Magali Berda et Tristan Walek. Il était creux. Walek, en plus de ne pas réagir aux choses importantes que Berda lui répondait, il était très hautain et très provocateur. C'est pour cette partie de l'enquête que j'avais très envie d'utiliser des vidéos de l'enquête pour pouvoir illustrer mes propos et tout. Mais vu que c'est pas possible, je vais vous retranscrire à l'oral. Donc Magali Berda dit avoir fait appel au gouvernement l'année dernière pour pouvoir avoir un accompagnement de l'État par rapport aux réglementations, les entreprises avec qui son entreprise travaille, etc., etc. Walek lui répond de manière moqueuse, et c'est ça que je voulais montrer. C'est pas un peu facile, c'est à vous de gérer votre entreprise quand même. Et elle lui répond, mais alors pourquoi est-ce que les agences commerciales de télévision ont droit à cet accompagnement de l'État et pas moi? Et il n'y a pas eu de réponse de Walek, en tout cas dans l'enquête. Quand ils étaient face à face devant les caméras, moi je sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas dans l'enquête, il n'y a pas de réponse. Alors que c'était le moment le plus intéressant de leur interview en face à face. Pourquoi? J'avais l'impression d'assister à une discussion entre deux élèves qui se détestent au fond de la classe et pas à une interview entre un journaliste et une personne soupçonnée d'arnaquer des centaines de personnes. J'ai trouvé Walek puéril dans son langage corporel et dans ses réactions face aux réponses de Berda. Là encore, j'aurais aimé pouvoir utiliser des images de l'enquête, de l'interview, pour bien vous montrer ce que j'entends par langage corporel puéril. C'est-à-dire, il lui dit quelque chose, elle lui répond et il fait des trucs comme ça. On est où? C'est la récréation? Ou c'est France 2 ici. Il lui a parlé d'une montre connectée dont elle a fait la publicité. Dans son post, elle expliquait que normalement, les montres connectées, ça coûte 300, 400, 600 euros, blablabla. Et que celle qu'elle porte, ils peuvent l'avoir à, je crois, 30 euros ou 60 euros, je sais plus. Bref, et du coup, il lui a dit, mais elle coûte pas 600 euros, votre montre là, dont vous faites la pub et tout. Elle a dit, ben c'est pas ce que j'ai dit. Il lui dit, oui, soi-disant, vous êtes en toute transparence et tout, alors que vous faites la publicité d'une montre que vous n'avez jamais portée. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous en savez que je l'ai jamais portée? C'est ce qu'elle a dit. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il a dit, ah bah vous l'avez pas aujourd'hui. Il l'a dit comme ça. Une fois de plus, c'est la récréation ou c'est France 2? Et puis, il termine sa phrase avec un petit rire narquois et tout. Mais, Monsieur Walek, la récré, France 2. Vous allez choisir aujourd'hui. Et pour moi, c'est un grand gâchis. Parce que, encore une fois, vous aviez l'occasion de dénoncer des choses graves et importantes. On était tous attentifs, on était pendus à vos lèvres. Et vous avez préféré nous servir de la télé-réalité basée sur de la télé-réalité. Autre chose, beaucoup de gens ont dit que ça ressemblait à un débat politique parce qu'ils n'arrêtaient pas de lui couper la parole. Ils ne la laissaient pas parler. Et en fait, c'est horrible parce qu'il a tellement fait un mauvais travail, c'est tellement mal présenté, qu'on en vient à limite défendre quelqu'un qui devrait être puni. Qu'est-ce qui se passe? Conclusion. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir une partie 2, mais cette fois-ci, vous mettez l'affaire dans les mains des autorités compétentes. Quelqu'un comme le roi des rats, vous le ramassez dans son studio, vous l'emmenez dans les studios de France 2, il fait le taf, vous faites passer ça à la télé, et puis on avance. Chacun peut faire son travail correctement? Est-ce que c'est trop demandé? Pour moi, c'est un 0 sur 10. Bonne journée, et allez regarder mon dernier vlog.